Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, suite aux interpellations de l'homme d'affaires Olivier Bokor, de l'ex-ministre des Sports Oswald Romeki et du colonel Dieudonné Tevouedre, le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Metonou, a livré ce mercredi 25 septembre 2024 un point de presse afin d'éclairer l'opinion publique sur les réels motifs de leur interpellation respective. Vous suivrez en début de cette édition la substance de ce point de presse. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 25 septembre pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans ce 19h la quintessence des échanges issus de cette session hebdomadaire. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la crise humanitaire dans le pays reste sous-financée à 3 mois de la fin de l'année. Les besoins ont explosé alors que les moyens restent maigres. Pour faire face à cette situation, la RDC nécessite 2,6 milliards de dollars, mais seuls 37% de cette somme ont été débloqués par les bailleurs. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. On démarre ce journal par l'une des informations qui alimente l'actualité depuis quelques heures. Il s'agit bel et bien de l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Bokor, de l'ex-ministre des Sports Oswald Romeki et du colonel Dieudonné Tevouedre. Suite aux arrestations, aux interpellations de ces derniers, le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Metonou, a livré ce mercredi 25 septembre 2024 un point de presse afin d'éclairer l'opinion publique sur les faits qui leur sont reprochés. À ce propos, je vous invite à suivre la substance de la déclaration du procureur spécial. Des propos recueillis par Abdelkader Achiro, Quentin Amoussou et Charbel Canifor. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Romeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Romeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions.
pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Romeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Romeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bokor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 25 septembre 2024. Présidée comme à l'accoutumée par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. Suivez avec Wilfried Léandre Rungweji, le porte-parole du gouvernement, le point des décisions prises au titre des mesures normatives et les communications, ainsi que les mesures individuelles. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 septembre 2024 et a débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant modification des statuts de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et ceux de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, puis celui portant abrogation du décret numéro 2009-245 du 9 juin 2009 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Monokoufo et pour l'actualisation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Lomé. Des 4 ensembles hydrographiques catégorisés dans notre pays, seul celui de Lomé dispose d'un schéma directeur finalisé en 2013 et adopté en 2015, soit depuis une dizaine d'années. Il est donc opportun qu'il soit actualisé en vue de la prise en compte des nouvelles orientations intervenues dans le cadre de la gestion concertée des ressources en eau. Par ailleurs, à ce jour, celui du Monokoufo et la portion béninoise du bassin du fleuve Niger n'en disposent pas. En outre, les diligences sont engagées afin de doter la portion nationale du bassin de la Volta du même instrument de pilotage. La réalisation de ces schémas directeurs est nécessaire pour, à terme, favoriser la création d'une agence nationale des bassins hydrographiques, la finalité étant de gérer plus efficacement les ressources en eau du pays en lieu et place d'agences réparties par bassin. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de forage d'exploitation à gros débit destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgou, de l'Atakora et de la Donga et pour la surveillance et le contrôle des dits travaux. Ces travaux portent en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans ces départements. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, de nombreux autres lots ont déjà été attribués par appel d'offres, cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux.
C'est donc pour éviter que cette situation compromette l'atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises aux fins de l'exécution diligente des marchés concernés dans un délai de 10 mois. En point 3, approbation des coûts de cession des logements sociaux et économiques. Pour rappel, lors de sa séance du 20 avril 2022, le Conseil des ministres avait déjà validé les critères d'attribution des 10 logements ainsi que les modalités de leur commercialisation. Celles-ci ont, depuis lors, fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les coûts de cession. Leur approbation est entérinée par le Conseil en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre 2024, sous la conduite du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la 44e Journée mondiale de l'alimentation et de la 28e édition du Téléfood le 16 octobre 2024 à Zakota, dans le département du Zou, puis la participation du Bénin à l'Assemblée générale du Réseau international des organismes de bassin du 6 au 10 octobre 2024 à Bordeaux, en France, à la 47e session de la commission mixte FAO-OMS du Codex Alimentarius du 25 au 30 novembre 2024 à Genève, en Suisse. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, chef du cabinet du Haut-Commissaire à la prévention de la corruption, M. Wassi Gafarou. Secrétaire général du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, M. Olivier Charles Atindeou. En raison de leur disponibilité ou de la distance qui sépare l'école du domicile, de nombreux parents d'élèves font appel au service des conducteurs de taxi-moto pour transporter leurs enfants. Alors que la rentrée scolaire vient de débuter, cette question est au cœur des préoccupations, notamment en ce qui concerne la sécurité des enfants. À qui confier son enfant entre un conducteur de taxi-moto et les bus en commun de l'école? Quelques citoyens béninois y répondent au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Farami. Je préfère confier mes enfants propres au transport commun qu'a créé l'établissement que de donner ces enfants-là aux émigrants. Moi, je préfère ce qui est plus sécurisé que ce qui n'est pas plus sécurisé. Quand il y a un bus scolaire pour l'établissement, déjà, il y a quelque chose de sécurité, d'assurance déjà. Il y a les taxis de ville là, les taxis qu'on appelle Bénin, taxi Bénin aussi, c'est bon, mais je préfère plutôt qu'on ne s'accroche pas trop à ça, qu'on trouve un autre moyen. C'est une bonne initiative pour les ZEM. Si vous connaissez les émigrants, c'est bon. Qui prend ton enfant et le ramener en sécurité. Les transports en commun, pas totalement parce que ça a beaucoup d'aléas. Les transports en commun ne tiennent pas compte vraiment de nos programmes. Par moment, il arrive que les enfants soient un peu en retard parce qu'ils doivent attendre qu'un lot d'enfants ou le quorum soit atteint. Et il y a aussi beaucoup d'escales qui peuvent facilement fatiguer les enfants. Ce partenariat est moins cher, mais je suis un peu inquiet de la manière dont ces émigrants conduisent leurs émigrants. C'est pas sécurisé, hein? Concernera confier l'enfant à un ZEM. Est-ce que le ZEM est assuré? Quelle est l'assurance du ZEM qui couvre cet enfant en cas de danger, ou en cas d'accident? Quelle est l'assurance du ZEM qui peut couvrir cet enfant? Il y a ça aussi. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance aux émigrants. Hein. Les émigrants, c'est un monde que moi, je n'ai pas confiance. Si l'école crée un transport commun pour des enfants pour venir à l'école, je préfère ça que de confier ça à un émigrant. Toujours dans le même registre, rentrée universitaire à Parakou, la question de la sécurité sur le campus revient sur le tapis. À l'université de Parakou, de nombreux étudiants
témoignent d'agressions, de vols et de violences aux alentours. Une situation qui inquiète la communauté universitaire. Quels sont les réels dangers auxquels sont confrontés ou exposés les nouveaux bacheliers? Quelles sont les mesures à adopter pour assurer leur sécurité? Élément de réponse dans ce reportage signé Marcel Poti. L'université de Parakou, porte d'entrée vers un avenir prometteur pour les nouveaux bacheliers, cache cependant des réalités bien plus sombres. Alors que la rentrée académique approche à grands pas, il est crucial que ces nouveaux bacheliers soient informés des dangers qui guettent tant sur le campus qu'aux alentours. L'insécurité y est un problème préoccupant et ignorer ces faits pourrait mettre en péril leur bien-être et leur réussite académique. Le premier danger auquel ils seront confrontés est sans doute celui des agressions nocturnes. De nombreux étudiants rapportent avoir été victimes d'attaques souvent violentes, notamment en sortant du campus à la tombée de la nuit. La ruelle longeant la clôture de l'université et menant à l'ERTB Parakou est tristement célèbre pour sa dangerosité. De jour comme de nuit, les étudiants y sont fréquemment dépouillés de leur smartphone et même de leur engin. Les alentours du marché Tchakitiban ainsi que les voies de Baka sont aussi réputés pour être des zones à haut risque où les vols sont très fréquents. Le manque d'éclairage public et la présence d'individus malveillants transforment ces lieux en véritables pièges pour les plus imprudents. En parallèle, les abords du campus sont également le théâtre d'agressions sexuelles, particulièrement sur des étudiantes rentrant seules. Ces agressions, souvent perpétrées dans l'obscurité, laissent les victimes sans défense face à leurs agresseurs. Afin de prévenir ces tragédies, il est essentiel de toujours se déplacer en groupe et de signaler tout comportement suspect aux autorités locales. Le vol de moto constitue également un problème majeur pour les étudiants. Ces engins principaux moyens de déplacement sur le campus disparaissent régulièrement. Les zones de stationnement mal surveillées deviennent des cibles faciles pour les voleurs. Pour prévenir ce type de vol, il est conseillé aux étudiants d'utiliser les cadenas robustes et de toujours privilégier les espaces bien éclairés pour garer leur engin. Par ailleurs, un autre phénomène favorise indirectement ces vols, la vente de smartphones entre étudiants ou à des inconnus. Cette transaction facilite l'écoulement des téléphones volés, encourageant les voleurs à poursuivre leur activité. Il est donc primordial de sensibiliser la communauté estudiantine à cette réalité et de limiter au maximum ces achats suspects. Enfin, une menace plus insidieuse réside dans l'influence néfaste de certains gangs étudiants. Ces groupes exercent souvent des pressions sur leurs pairs, les poussant à consommer de la drogue, ce qui peut dégrader l'atmosphère sur le campus et impacter négativement la vie académique. En conclusion, bien que l'université de Parakou soit un lieu de savoir et d'opportunités, il n'est pas exempt de risques. En prenant des mesures simples mais efficaces, telles que éviter les déplacements nocturnes en solitaire, sécuriser ses effets personnels et rester vigilant face aux comportements douteux, les nouveaux étudiants pourront profiter de leur parcours académique en toute sérénité. La prudence est de mise, mais avec vigilance et solidarité, il est possible de transformer cette étape de vie en une réussite éclatante. Cette édition se poursuit. Le père Éric Aguenounon, écrivain essayiste, a lancé le samedi 21 septembre dernier son livre intitulé « Le pouvoir du déni », chronique d'une démocratie assumée. C'était en présence de plusieurs personnalités. Le reportage s'est signé Aneldo.
Le pouvoir du déni, chronique d'une démocrature assumée. Ainsi s'intitule le nouveau chef-d'œuvre du père Arnaud-Éric Aguenounon, un livre qui opine sur les réalités de la société béninoise. Cet ouvrage séduit de par son contenu. Le pouvoir du déni, chronique d'une démocrature assumée, avec la préface de Francis Lalayer, publiée aux éditions Les Impliqués à Paris en cette année 2024. L'ouvrage est le condensé de 12 réflexions écrites en temps réel, au fil des événements sociopolitiques entre 2016 et 2021, encadrés par des propos introductifs et conclusifs, le tout en 129 pages, accompagné d'une bibliographie. Cet ouvrage est la concrétisation de plusieurs années de réflexion et d'observation de l'analyste et philosophe politique Arnaud-Éric Aguenounon. Pour lui, c'est l'heure de la reconnaissance. La reconnaissance est une vertu essentielle, structurante de la volonté de donner aux autres ce que l'on a reçu. Donner aux autres, à la cité et au monde, ce que j'ai reçu de Dieu et des hommes. Voilà ma motivation. Voilà mon aspiration. Voilà ma vocation. Le pouvoir du déni, chronique d'une démocrature assumée, cet ouvrage est désormais disponible sur le marché pour nourrir les réflexions des uns et des autres. Et puis on parle sport à présent, à 2 semaines du démarrage des championnats d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. Les 3 équipes béninoises engagées sont sur le pont. Immersion dans la préparation de Hadidja Handball Club avec Seton Delarios à Djabouin. Hadidja Handball Club des Forces armées béninoises aborde la dernière ligne droite de la préparation des championnats d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. On a commencé très tôt. On a profité des matchs, des phases préliminaires pour corriger des choses, passer sur le match des phases intermédiaires qui ressemblent d'ailleurs à tous les niveaux à la compétition que nous allons faire parce que le type d'organisation est au play-off. À 2 semaines de la compétition, le staff accentue le travail sur les schémas tactiques et systèmes de jeu afin de bonifier le collectif. J'ai des joueurs qui sont physiquement au point. Sur le plan technique, ils sont pas mal. Tactique individuelle, c'est très bon. Mais le plus difficile, c'est le collectif. Chaque joueur veut montrer ce qu'il sait jouer. Ça veut dire que le collectif a disparu. Nous avons évalué tout le long du championnat que notre collectif a pris un coup. Mais aujourd'hui, eux tous, ils ont compris. Nous avons fait des séances vidéo, nous avons expliqué. Ils ont compris qu'il faut affiner forcément le collectif. Et c'est ça la force de Hadidja. Le dernier rempart jouant un rôle déterminant lors d'un match de handball, les portiers d'Hadidja effectuent des exercices spécifiques pour être au top. Sinon, leur niveau actuel n'est pas mal. Ils sont au top pour pouvoir affronter la compétition. Par rapport aux exercices qu'on fait dans les buts, les réflexes, tout ça là, on a développé plusieurs réflexes pour pouvoir être aguerris à la compétition. Quart de finaliste lors de sa première participation à la compétition en 2023, les militaires nourrissent l'ambition de faire mieux cette année. On était novices, c'était notre début, mais aujourd'hui je pense qu'on est déjà un peu outillés et on sait comment amorcer la compétition pour que nous puissions aller très loin plus que l'année dernière. On est tout le temps ensemble, l'ambiance est bonne, le coach, tout le staff est avec nous, donc on a vraiment le moral haut pour affronter ce qui est à venir. Lors de la dernière édition, nous n'avons pas pu passer en demi-finale parce que nous étions enfants. Mais nous avons passé l'étape d'adolescence au Bénin et nous sommes en train de grandir dans l'apprentissage. Nous n'irons pas rester au niveau des quarts, nous devons passer et étonner. À ses 45e championnat d'Afrique des clubs champions, Hadidja Handball Club est logé dans le groupe D en compagnie de l'Asfa du Sénégal, de Wydad Smara du Maroc et de Mechal d'Éthiopie. La compétition va se dérouler du 10 au 9 octobre 2024 au Maroc.
Toujours dans le même registre, Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, a rendu ce mercredi matin une visite inopinée aux militaires afin de les galvaniser. Suivez plutôt. Nous sommes venus, le responsable de l'organisation et moi au nom de la fédération, pour voir comment vous préparez la Coupe d'Afrique. Nous sommes venus manifester notre soutien à Djidja pour vous dire de continuer sur la lancée. L'année passée, à Brazzaville, vous aviez mis un référentiel. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire moins que ça, vous devez faire plus que ça. Donc, au niveau de la fédération, nous mettrons tout en œuvre pour vous aider pour ce qui est de notre devoir, pour que vous puissiez faire plus que ce que vous avez fait à Brazzaville. On ne doit plus reculer, on doit avancer à chaque fois. Vous savez très bien que l'évaluation pays dépend du comportement des clubs en compétition africaine. Nous voulons aller à la CAN Rwanda 2026. Nous avons besoin d'être bien évalués, nous avons besoin d'avoir des points, nous avons besoin d'engranger des points pour pouvoir être éligibles. Donc clairement, je vous dis, vous êtes en mission pour le pays, pour nous permettre de nous qualifier valablement pour la Coupe d'Afrique des Nations Rwanda 2026. J'ai l'habitude de dire que chez les seniors, on ne donne pas des consignes. Vous êtes des adultes, vous devez pouvoir travailler beaucoup plus dans la tête. Le haut niveau, ce n'est pas dans le bras. Ce n'est pas dans le défi physique, Anselme. Ce n'est pas l'excès, mais c'est la bonne dose. Et la bonne dose vient de la tête. Donc je voudrais vous encourager et vous dire, mettez la tête à contribution et je sais que vous avez le potentiel. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la crise humanitaire dans le pays reste sous-financée. À 3 mois de la fin d'année, alertent les Nations Unies. Les besoins ont explosé alors que les moyens restent maigres. Pourtant, le pays compte près de 6,4 millions de déplacés internes, dont 2 tiers se trouvent dans le nord Kivu, le sud Kivu et en Ituri à l'est du pays. Pour faire face à cette situation, la RDC nécessite 2,6 milliards de dollars, mais seuls 37% de cette somme ont été débloqués par les bailleurs. Toujours à l'échelle internationale, l'Assemblée générale des Nations unies se tient actuellement à New York. Les prises de parole des chefs d'État où leurs représentants se succèdent. Ce mardi 24 septembre 2024, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est revenu sur la saisine par son pays de la Cour internationale de justice en décembre 2023. La décision sur cette question peut prendre des années et l'Afrique du Sud a réclamé plusieurs fois à la CIJ d'ordonner des mesures conservatoires à Israël face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. À New York, Cyril Ramaphosa a une nouvelle fois pointé du doigt la responsabilité internationale face aux souffrances de Palestiniens à Gaza. Nous Sud-Africains, savons à quoi ressemble l'apartheid et nous ne resterons pas silencieux à regarder l'apartheid se perpétrer contre d'autres, a tenu à rappeler le président sud-africain Cyril Ramaphosa devant les 193 États membres de l'ONU. Voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZLT.